Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lorraine Overvoort. Je travaille donc pour l'association françoise pour le contemporain en société. Et aujourd'hui, c'est dans le cadre des missions du CCP, du collectif culturel de proximité, que nous vous accueillons pour ce 4e atelier virtuel sur le thème de l'installation. Aujourd'hui, nous accueillons et nous avons l'honneur de présenter l'artiste Isabelle Cavalleri, qui réside et qui travaille à Angers dans l'Oise. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Normalement, je suis accompagnée d'Estelle Frances, qui est donc présidente de l'association françoise et également présidente de la fondation éponyme, Fondation Française à Senlis. Alors, les missions de ce collectif culturel de proximité, pour rappel, sont liées d'abord au recensement de tous les artistes du territoire, et notamment ceux qui sont moins accessibles ou visibles, situés dans les départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise. Pourquoi? D'abord pour faciliter les échanges et les partenariats avec les acteurs et les autres artistes de la région Hauts-de-France et des régions voisines. L'enjeu premier est donc d'augmenter ce rayonnement des actions culturelles, et de développer des partenariats au-delà de toute frontière. Les enjeux que nous avons pu rencontrer ou que nous avons pu recenser depuis décembre 2020 sont liés donc à ce fusionnement des régions depuis 2014 avec cette nouvelle réforme territoriale, cette fusion des régions, donc la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, qui ont formé un nouvel ensemble de 5 départements sans démantèlement. Donc l'Aisne, l'Oise, la Somme, qui se sont ajoutés donc au Nord et au Nord-Pas-de-Calais. Comment justement identifier certains enjeux? C'est aussi en identifiant d'abord tous les artistes qui sont présents et en relevant aussi toutes les actions, tous les témoignages, tous les enjeux aussi que les artistes vivent au quotidien, donc sur le territoire. Notre travail est donc de rendre visibles les actions du territoire en relayant toutes les actualités, en créant des ateliers. Et au-delà donc du relais, il s'agit évidemment de co-construire une meilleure visibilité des programmes et des ressources. Comme on peut le voir ici sur ce slide, la ville chef-lieu de l'ex-Picardie est située vraiment à mi-chemin entre Paris et Lille. Cependant, on a une proximité qui est bien plus importante à Paris que Lille. Et l'idée est donc de pouvoir focaliser aussi les enjeux qui sont présents sur ce territoire pour pouvoir essayer de créer des solutions plus adéquates qui sont liées justement à cette proximité. Ce qu'on a pu recenser aussi, ce sont donc des témoignages d'artistes, d'acteurs culturels, comme quoi cette diversité des territoires crée des inégalités, que la métropole lilloise, qui elle est donc la capitale des Hauts-de-France, est beaucoup moins proche de Paris, ce qui rend certains projets et certaines actions difficiles. Le territoire élargi, les enjeux sont différents d'une région à l'autre. Et en conséquence, les petites villes sont effacées. Le rayon d'action de la capitale de région va difficilement atteindre notre territoire. Mes parents avaient un ami qui était employé de banque, mais surtout et avant toute chose, un dessinateur passionné qui passait à la maison quand j'étais enfant et qui venait montrer ses dessins, parce que je crois que mes parents étaient les seules personnes à qui il pouvait venir montrer son travail personnel. Et je pense que ça a eu une grande importance pour moi parce que ça me fascinait. Hein. J'avais 5 ans, 6 ans, puis jusqu'à 10 ans, 12 ans. Et c'était pour moi une évidence que je voulais faire ça. Alors, j'ai donc voulu absolument faire ça, mais c'était aussi contre l'avis paternel, hein, qui considérait quand même qu'il fallait un vrai métier et que ça n'en était pas un. Donc, j'ai lutté jusqu'à obtenir l'autorisation de passer une fois le concours des Beaux-Arts. Alors, donc, vous imaginez combien je mettais d'espoir dans ce passage, et j'ai raté. J'ai été admissible, mais pas reçue. Alors, j'ai envie de dire qu'en même temps, l'échec, ça a quelque chose de très intéressant parce que c'est une façon d'éprouver le désir, en fait, mettre à l'épreuve le désir. Et ce désir, il est resté
absolument intact et même peut-être encore plus fort et très très vivant. Et donc, j'ai continué à dessiner. Seulement, il fallait vivre aussi. Donc, j'ai passé un concours et je suis devenue enseignante en lycée professionnel. Donc, avec un public bien particulier, puisque souvent ce sont des jeunes gens qui ont été un petit peu secoués par la vie, qui ont parfois été des cancres, comme moi-même je l'étais d'une certaine façon pendant ma scolarité. Voilà. Et en tout cas, c'est un public qui est passionnant parce que justement, il y a des choses à restaurer chez ces jeunes gens. Et j'en parle ici et je l'évoque ici parce que je pense qu'il y a un aller-retour pour moi qui se fait constamment entre ce métier que j'exerce donc maintenant à temps partiel et mon travail personnel, et que les deux s'enrichissent mutuellement. Et que j'ai enfin trouvé un équilibre, ce qui n'est pas évident quand on doit avoir plusieurs casquettes, mais j'ai enfin trouvé cet équilibre et cet enrichissement. Donc, après, j'ai découvert la gravure, qui m'a beaucoup intéressée, mais qui m'a comme happée par la technique, en fait, par l'aspect technique qui me passionnait, mais que j'ai rejeté à un moment donné parce que je me disais, mais moi, je ne veux pas devenir une excellente graveuse qui sait faire de la manière noire et qui sait manier la boîte à grains comme personne, parce que en fait, il y a quelque chose que je veux dire et que je veux dire peut-être plus directement, plus simplement, et j'ai peur que la technique pure m'empêche de le dire. Voilà, donc j'ai continué à dessiner. Et puis, par la gravure, en fait, je crois, j'ai découvert ce qu'on peut appeler le livre d'artiste. Alors, si vous voulez bien, j'ai prévu quelques images, un diaporama, donc je vais peut-être tenter le partage d'écran. Donc, vous allez m'excuser si ce n'est pas tout à fait fluide. Donc, voilà, normalement, on arrive là. Vous me direz si vous avez bien les choses à l'écran. Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Voilà, donc au départ, les premiers livres, alors, oui. Les premiers livres d'artistes que j'ai faits, c'était des livres qui étaient donc vraiment livres d'artistes, c'est-à-dire à 5 exemplaires, 10 exemplaires. Je crois que le maximum, c'était 17 exemplaires. Et je ne dessinais pas forcément dessus. Je faisais aussi intervenir d'autres gens, mais souvent, c'est vrai que ceux que je vous montre là, c'était ceux que j'avais entièrement réalisés, en tout cas pour tout ce qui était de la conception extérieure, des emboîtages que j'avais fabriqués, du papier plié, et puis ensuite des dessins. En revanche, il y avait des auteurs qui faisaient des textes qu'ils recopiaient de façon manuscrite sur chacun des exemplaires. Alors justement, c'est ce qui m'a poussée à aller un petit peu plus loin et à poursuivre cette aventure différemment. C'est qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, ces livres, il y a des textes là-dedans que j'aime énormément, mais qui sont à très très peu d'exemplaires. Donc je trouvais ça très dommage de ne pas pouvoir les partager avec plus de gens, sauf quelques bibliophiles qui donc achetaient ces livres. Et je me suis dit, mais si je faisais une petite édition, qui soit une micro-édition, mais où il y ait des tirages qui permettent de diffuser et puis un coût qui soit très réduit et qui permettent à tout le monde de les acheter. Alors, ça a donné lieu à une mini-édition qui s'appelait Le temps volé. Donc là, vous voyez sur le diapo donc, les collections du temps volé. Il y avait une collection très en longueur que j'appelais Comme un jour sans pain. Voilà, c'était juste en fait une plaisanterie familiale parce que ma mère disait toujours que mon frère était long comme un jour sans pain. Et je trouvais qu'un jour sans poésie, c'est un jour très long aussi. Et puis donc, il y avait un autre format plus classique. Et c'était ce que vous voyez là, donc c'est en fait le petit présentoir que je déposais chez les libraires. Alors, à chaque fois, je faisais intervenir, là, je dessinais presque plus dans cette édition-là, enfin, en tout cas, rarement. Je faisais intervenir et dialoguer un peintre ou un dessinateur avec un écrivain, et toujours en essayant d'éviter l'écueil, je dirais, de l'illustration, du mot à mot. C'est-à-dire, ce qui était important pour moi, c'était de laisser un espace où le lecteur puisse rêver, puisse s'approprier et les mots et l'image. Donc, il y avait, ça c'était l'édition courante, et puis il y avait aussi une édition de tête qui était réalisée à 17 exemplaires et qui était partagée entre l'auteur et l'artiste. Alors, c'est vrai que je m'étais amusée à prendre un chiffre
un chiffre impair parce que je trouvais ça très amusant de voir l'auteur et l'artiste se faire des politesses pour savoir à qui allait le fameux 17e exemplaire. Donc ça, c'était pareil, enfin, je faisais tout, c'est-à-dire aussi bien les emboîtages, les reliures, l'impression, le dépôt en librairie, la diffusion, etc., un peu de publicité quand c'était possible. Voilà, et puis je faisais aussi rencontrer artistes, auteurs. Et ce qui s'est passé dans cette aventure qui a duré quand même 10 ans, c'est qu'au bout de 10 ans, elle m'a, j'ai envie de dire, mangé. C'est-à-dire que je n'avais plus de temps pour dessiner. Donc j'avais à la fois ce temps où je travaillais en tant qu'enseignante, il y avait le temps de l'édition, et mon temps de dessin et de création se restreignait absolument, et ça ne devenait plus vivable. Donc j'ai arrêté cette aventure, voilà, cette aventure d'édition pour me consacrer vraiment au dessin. Mais ça a été une aventure quand même particulièrement enrichissante et passionnante. Voilà. Ensuite, je pensais donc vous montrer, vous faire entrer dans mon atelier. Donc ça, c'est un coin de mon atelier. Et avant de vous montrer quelques séries auxquelles je travaille, en guise d'introduction, je voulais partager avec vous en fait un texte que j'ai écrit sur le dessin et qui me semble peut-être plus parlant que ce que je pourrais vous en dire autrement. Voilà. Donc ça s'appelle Écrire le temps. Quel dessin me touche, m'émeuve? Pourquoi? Le dessin, la ligne, le dessin, le contour, l'interne, la caresse, sismographie intime. La ligne la plus rapide entre la pensée et la main, représentée. Présenter à nouveau à la vue, d'une autre façon, d'un autre point de vue. Présenter l'image de la pensée, le moyen le plus simple pour dire l'interne. Mais pourquoi dessiner? Pourquoi éprouver le besoin de poser la ligne, le trait sur le support? Se survivre, le plaisir simple, l'envie de vérifier, le souvenir, la recréation, l'hommage, l'ode, ou croiser les doigts devant un chat noir. Dessiner, exorciser le réel, le modifier, toute puissance du malheureux, ou partir, loin, en soi. Même s'il reproduit l'extérieur, alors toujours, pourtant, loin, en soi. Il y a une intimité du dessin par le peu nécessaire à sa réalisation. Un ongle passé sur une surface dessine, le bout d'un doigt sur la buée d'une vitre, un bâton sur le sable. Tout cela trace contour, détermine un dedans et un dehors de la ligne. Le dessin définit une frontière. Quelle puissance! Misérable. Le dessin, un infime infini, un infini. L'ébauche. Le dessin comme préparation à ce qui sera œuvre, achèvement, inachevé, esquisse. Dans son sens victorieux et volontaire, croquis, ou le dessin, dessin, fin. Ou le dessin pour montrer, désignarer, désigner, faire comprendre. Langage donc. Dessine-moi un mouton. Tu veux que je te fasse un dessin? La ligne claire, la ligne sensible, ce qui fait que le trait ne se suffit pas d'être désigné trait, qu'il faut lui adjoindre ce qui le qualifie. Donc le dessin n'est jamais seul dessin, comme il est bancal de parler de la peinture, la sculpture, le dessin, art à part entière, puisqu'impossible à le qualifier de façon unique, et lui refaire une étymologie comme on se refait une santé. Dessiner, enlever quelque chose qui a été ciné, défaire, pour faire différemment, réagencer le réel, le mettre à sa main, car il est bien question de main, et du regard qui se pose sur cette main, du regard étonné que la main sache, la pensée, le regard, la main, le support, pierre, feuille, ciseaux, tout est bon, Lascaux, Michel-Ange, Matisse, néon, paysage, fil, etc., à inventer. Mais le moyen, faux problème, toujours s'en revient à la main guidée par la pensée et l'œil, et puis le sentiment, pas le sens, non, le sentiment des sens, touché, oui, vu, odorat, pourquoi pas. La main qui se pose du baiser de Rodin est un dessin. Voilà, donc après ce texte, à présent, en fait, je vais vous montrer quelques-unes des séries de dessins sur lesquelles je travaille. Et donc, je travaille toujours, comme beaucoup d'artistes, je pense, par série. Sauf que ces séries, en fait, j'ai envie de dire qu'elles ne sont jamais fermées, elles ne sont jamais closes. Et je travaille dans ces séries plus comme
on se promènerait presque, vous savez, dans une maison où il y aurait à la fois une bibliothèque et puis il y aurait un petit salon. Alors de temps en temps, on a plus envie de se tenir dans la bibliothèque et puis à d'autres moments dans un salon. Donc la première série, je l'ai appelée La fiancée muette. C'est une série qui représente une femme qui est un peu toujours la même, et jamais la même est tout à fait une autre, etc. Je pense au poème de Verlaine. Mais, et qui, en fait, est à la fois forte et fragile de sa féminité. Elle est à la fois protégée par cette féminité et en même temps encombrée par elle. Et j'ai aussi envie de dire que c'est un personnage qui pleure le monde à l'intérieur du monde. Donc il y a une forme de détresse dans sa solitude et en même temps une forme de puissance. Voilà, et ces deux derniers dessins en fait font le lien avec la série que je vais vous présenter après, qui s'appelle Je suis un oiseau qui marche, et qui, pour moi, en fait, représente l'être humain avec ses travers, ses fragilités, ses tristesses, ses appréhensions. Il est à la fois émouvant, mais en même temps, il peut être absolument ridicule et montrer son absurdité. Euh, dans cette série-là, par exemple, il ne sait même plus comment s'y prendre. Comme d'ailleurs, nous ne savons pas bien souvent comment nous y prendre pour aller vers l'autre. J'ai envie de reprendre, je pense à une phrase d'Emmanuel Bove qui dit « sympathiser dans l'immense catastrophe ». C'est un peu ce que devraient faire tous les êtres humains, mais en même temps, justement, on n'y arrive pas à sympathiser dans l'immense catastrophe. Alors, cette série s'appelle Ma maison et c'est une série beaucoup plus heureuse, je dirais, beaucoup plus joyeuse. C'est un peu une ode à la joie et à la sensation comme ça de la force de pouvoir s'occuper. J'ai envie de dire s'occuper, comme on dirait, d'un territoire, qu'on occupe un territoire et d'occuper son territoire intérieur et d'avoir cette possibilité en tant qu'humain de pouvoir rêver, de pouvoir partir très loin en soi et d'avoir ça qui ne peut pas être pris par quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Ça, c'est la part de soi que personne ne pourra jamais nous prendre. Et voilà, je trouve que c'est merveilleux, cette part-là. Donc, c'était pour essayer un petit peu d'exprimer ça, en fait. Après, on va en arriver à une série en fait qui est très différente parce qu'elle concerne aussi la tête, le visage en fait, visage qu'on ne voit pas dans la série de Ma maison, mais qui s'appelle Tête à cri et et qui, qui en fait vient d'une idée intime et très forte que j'ai depuis très longtemps qu'en fait le cri c'est tellement l'indicible, c'est ce moment où il n'y a plus de mots. Et quand il n'y a plus du tout de mots, on est là, on est un peu perdu parfois. Ce qu'on ressent est tellement fort qu'il n'y a plus de mots, justement. Et que donc le cri me semble forcément muet. C'est pourquoi ces têtes n'ont pas forcément de bouche, ne crient pas dans l'acception du mot cri qu'on pourrait avoir en tête. Et c'est aussi une attitude, oui, face à la vie et à tout ce qu'elle peut avoir de terrible. Donc, on en arrive à une série qui s'appelle Une menace, qui est venue un peu différemment, puisque elle a été provoquée par le fait que j'ai trouvé une série de photos anciennes où il y avait beaucoup, beaucoup de portraits d'enfants. Et donc, j'ai trouvé ça sur une brocante, j'ai acheté ce lot de photographies. Et ensuite, je les avais sur la table et je rêvais, en fait, forcément, sur ces visages. Je pense comme tout le monde se met à rêver devant des photographies anciennes. Qui sont-ils? Comment ont-ils traversé? Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
comment ils ont fait leur vie et les regarder aussi, regarder intensément leur visage, voir toutes les promesses, voir tout l'espoir, voir ces visages heureux, ces visages parfois qui ont l'air si sûrs d'eux ou au contraire qui sont un peu tremblants. Et puis, il y avait toujours ces décors. Et alors, ces décors, ils étaient assez curieux parce que ça avait été pris parfois en studio, ça avait été pris parfois, comme ici, devant une maison. Et forcément, il y avait un hors-champ. Et le hors-champ de l'image devenait le hors-champ de ma pensée. C'est-à-dire que moi, je me suis mise à extrapoler. Et surtout, à un moment, j'ai pris conscience qu'en fait, tous ces enfants, ils avaient sûrement vécu des périodes de guerre. Qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Qu'est-ce qui était là qu'ils ne savaient pas, eux, quand la photo a été prise, quand le photographe leur a demandé de rester immobile, figé comme ça. Et ensuite, il allait se passer des choses terribles que moi, je savais. Je savais parce que j'étais de la génération bien après. Et ça me semblait comme une menace au-dessus d'eux, une épée de Damoclès. Et en fait, je me suis mise à dessiner pour quelques photographies que je choisissais, en fait, en imaginant, en fait, ce hors-champ et cette menace qui avait pu entamer leur vie ou en tout cas la bouleverser. Voilà, et donc ça prenait une forme un peu onirique. Et voilà. Alors, excusez-moi, je reviens en arrière parce qu'en fait, à chaque fois dans cette série, en fait, j'avais initié le fait d'utiliser une gouttière, donc comme ce qui est utilisé en BD entre des vignettes. Et c'était pour moi l'idée de laisser un espace, l'espace du doute aussi, l'espace de cette histoire qui se déroulait. Alors, en fait, j'ai repris dans la série Et le silence un petit peu la même idée de cet espace justement de silence qui permet en fait, enfin, dont j'espère en tout cas, et j'aimerais que ça permette de s'approprier l'image et d'y construire une histoire en fait, de poursuivre son histoire. Comme quelque chose qui ne serait pas figé, arrêté. Voilà, alors maintenant, j'ai aussi prévu en fait de vous montrer quelques vues de mon atelier. Alors, c'est un vaste bazar, mon atelier, je dois avouer, parce que c'est un petit peu comme un humus, les choses s'accumulent. Pardon, je vais Oui, juste vous couper pendant une seconde. On pourrait éventuellement, dans cette transition, prendre quelques questions. oui, bien sûr. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Euh, alors, arrêter le partage d'écran. J'ai plus j'ai plus la main avec marqué partage d'écran, donc on va essayer de voir si ça revient quand je fais ça. Est-ce que vous me voyez à nouveau? Non, je vais remettre la caméra. Ça marche. Voilà, c'est bon. Super. Alors, surtout, je rappelle, hein, n'hésitez surtout pas à poser vos questions aussi dans cette petite barre de conversation qui se trouve à votre droite. Mais moi, j'ai une question déjà, alors déjà, merci pour cette présentation de vos œuvres alors moi, j'ai écrit quelques mots puisque c'est vrai que on a tous, on a tous cette écriture, cette littérature aussi qui est vraiment qui est présente dans vos œuvres. Donc j'ai marqué imaginaire, rêve. Il y a aussi cet élément de guerre, de maison, d'espace, et tout ça dans la métaphore, donc l'espace du silence aussi. Il y a tous ces éléments qu'on retrouve comme le paysage, la forêt, les insectes. Et j'aimerais savoir comment est-ce que votre environnement aussi vous inspire dans toutes ces créations, puisque je revois des arbres que je peux revoir aussi ici, je revois certains paysages aussi qui rappellent aussi, en fait, d'une certaine façon, ce territoire où je vis. Et j'aimerais savoir si en effet, ça vous inspire. J'ai aussi lu
quelques immeubles qui m'ont fait penser à Montreuil. Donc, je ne sais pas exactement s'il y a une corrélation ou pas entre votre environnement et la création justement de cet univers, de vos dessins. Alors, pour répondre à cette question, c'est un peu curieux. Je pense qu'en fait, justement, je disais que l'atelier était comme un humus, et forcément, en fait, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous entoure fonctionne aussi de la même façon, c'est-à-dire que ça se dépose, et même inconsciemment, et forcément, ça revient dans le travail. Après, ce qui est curieux, c'est que c'est vrai que, par exemple, mon atelier, je n'ai pas de vue sur l'extérieur parce que j'ai mis des stores pour ne pas voir l'extérieur, et je ressens le dessin vraiment comme en soi. Euh, Contrairement justement à mon compagnon qui, lui, va vers le paysage. Donc, mais en revanche, les choses se déposent. Et le territoire où j'habite, où je vis, forcément influence. Ne serait-ce que dans certains paysages un peu désolés que je peux traverser quand je vais plus au nord, quand je dois me rendre vers Saint-Quentin et que j'ai ces grandes routes droites, et que j'aime en fait cette forme de désolation. J'aime ces visages, oui, donc ces visages traversés par une route un peu triste. C'est en fait une sorte de mélancolie qui m'habite et qui résonne beaucoup avec ce que je dessine. Merci beaucoup. On peut, si vous voulez, on peut repasser au partage d'écran en attendant les autres questions. Alors, le partage d'écran, Désolée, on vous dit, toujours une grande concentration là pour moi. Alors, partage d'écran, et donc je crois que j'en étais là à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a marché. ça marche, c'est très bien, oui. Ah, donc voilà, on en était à cette. Donc, comme vous le voyez, voilà, mon atelier, il y a des vitres qui sont, comment dire, aveugles, et bon, il y a quand même une fenêtre, mais qui donne sur un mur. C'est l'avantage de faire du noir et blanc, on n'a pas forcément besoin d'une lumière absolument aveuglante. Et voilà, donc ça, c'est mon atelier. Alors après, en fait, j'avais. Ça, c'est une série qui s'appelle Ex Voto. Et après, j'avais justement, pour parler du territoire et pour revenir sur cette influence que peut avoir le lieu où l'on habite, même si on ne va pas dessiner dehors souvent, etc. C'est une série, en fait, qui a vraiment, je pense, été initiée par le fait que j'habitais ici, que donc je suis allée vers le littoral, que j'ai découvert, en fait, tous ces bunkers, ces blocos abandonnés. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Alors, c'était à la fois, je m'y suis rendue, j'ai fait comme une sorte de pas de côté dans mon travail habituel, puisque j'ai été les dessiner sur place. Mais en revanche, ce qui était pour moi frappant, c'est-à-dire c'était la symbolique en fait. Je les voyais comme des grands animaux tristes, comme oui, un animal triste qui avait été poussé par un vent de haine sur les côtes, et qui était vraiment euh, une image et un symbole de la vanité humaine. C'est-à-dire, ils étaient là, ils étaient encombrants, on n'arrivait même pas à les faire disparaître, ils sont comme échoués comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et je pense que jamais je n'aurais fait en fait cette série, et je n'y aurais même pensé si je n'avais pas vécu en fait ici. Alors, je vais essayer en revanche d'arrêter ce partage. Voilà. Et pour vous retrouver. Voilà. Je ne sais pas, vous me direz si ça a fonctionné. Oui. Je ne sais pas si vous avez réussi à mettre votre caméra, ou si vous savez, ou si vous ne voulez pas, ou si c'est tout à fait votre choix. J'ai pas mis ma caméra? Non, Si, ah, elle oui. n'est pas encore. Ah si, je l'ai mise en fait. D'accord, alors, je ne la vois pas. Mince. Ouais. Je vais refermer et la remettre. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Et je vais peut-être fermer le PowerPoint à ce moment-là. D'accord. Voilà.
Voilà, vous m'avez retrouvée. Alors, mince, toujours pas. Ah oui, alors, je ne sais pas si je suis la seule, mais je ne vous vois pas. Euh, que là, je vois pas comment je peux agir en fait pour la remettre. Parce que moi, je me vois en petit, voilà, en petite vignette. D'accord, oui, là c'est parfait. Excusez-moi, c'était de mon côté dans ce cas-là. C'est Comme bon. je l'ai dit, on a des petits problèmes techniques qui arrivent de temps en temps, mais voilà, il faut nous excuser. Non, J'avais quelques questions aussi par rapport à l'origine de votre installation, parce que de passer aussi donc de la ville à la campagne, évidemment, c'est un pas assez important. Et je voulais savoir ce que ça voulait dire pour vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il y a eu aussi une influence directe aussi sur votre œuvre? Peut-être pas vraiment aussi littérale que le paysage, que ces éléments qu'on connaît, mais plutôt sur vous-même, sur un sentiment plus personnel, puisqu'on ressent quand même énormément d'émotions aussi quand on voit vos dessins. Et j'aimerais savoir s'il y a eu justement une influence, un point qui a vraiment marqué ce déménagement aussi de la ville à la campagne et qui a été traduit dans vos œuvres. oui, alors il faut peut-être revenir sur la façon dont ça s'est passé en fait de déménager ici. C'était pas du tout un choix. C'était en fait voilà, nous habitions à Montreuil. Moi, j'avais toujours vécu en ville. J'adore la ville. J'avais une forme de détestation pour la campagne, je dois le dire. J'appelais ça de la salade. Je me disais non, je vais pas aller vivre au milieu de la salade. Tout ce vert me semblait envahir absolument tout et m'étouffer complètement. Donc voilà, il y a eu un moment où effectivement, deuxième enfant, nécessité de 2 ateliers. Donc moi, je louais mon atelier en face de l'appartement à Montreuil, ça devenait compliqué. Donc il fallait trouver un lieu. Et puis, bah, les prix de Montreuil s'étaient envolés et à Paris, n'en parlons pas, c'était pas possible de rester. Et avec mon compagnon, en fait, on a vraiment été partout. C'est-à-dire qu'on a été chercher en dessous de Limoges, on a été chercher partout, vraiment, tout était bon. Et puis, par hasard, en fait, et par un ami, on a découvert cet endroit. Donc, on s'est dit, c'est un endroit qui correspond, et on n'imaginait pas, en fait, on ne pensait pas à un territoire, on ne pensait pas à un lieu. On pensait à un lieu précis, c'est-à-dire un lieu de vie et de travail, mais on ne pensait pas aux alentours. Mhm. Pour ce qui est de moi, j'ai eu une panique absolue au moment où il a fallu sauter le pas. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mon Dieu, tu vas aller vivre à la campagne alors que tu adores la ville, que tu aimes tout dans la ville, tu aimes moi, j'ai envie de dire, j'aime la solitude qu'on peut avoir dans la ville. C'est-à-dire, j'aime cette solitude peuplée, cette façon dont on peut se sentir seul. Vous voyez, comme quand on est enfant dans une fête foraine et qu'on peut se sentir terriblement seul. Et ben, c'était ça, en fait, que j'aimais dans la ville et que j'aime toujours d'ailleurs. Et puis, il y avait aussi les possibilités que ça offrait. Alors, quand on est arrivé ici, en revanche, tout ça a disparu très vite. L'être humain est très adaptable et voilà. Et donc, du coup, ça a disparu très vite et ça a eu une influence de confort sur mon travail. C'est-à-dire que ça m'a permis de gagner, en fait, déjà un atelier qui était beaucoup plus agréable, où je pouvais mettre ma presse pour la gravure, où je pouvais avoir même un coin au luxe avec des livres et un canapé pour rêver. Voilà, c'était vraiment ça qui a agi surtout. Euh, oui, voilà, c'est vraiment ça qui a été important en fait dans la Mhm. découverte. Et parce que ce qu'on a pu, enfin, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est que vous ne l'avez pas fait seul aussi, ce pas. Vous étiez donc accompagné de votre fils et donc de Jörg Langhans, et c'était aussi une décision qui était liée au fait qu'il fallait aussi passer un espace plus grand pour votre famille aussi, j'imagine. Et est-ce que donc cette rupture a été, enfin, est-ce qu'elle a été radicale ou est-ce que vous avez quand même gardé un lien avec Montreuil et quel est votre lien justement que vous gardez avec la ville aujourd'hui puisque elle
compte pour vous quand même la ville, si j'ai bien compris. Et on retrouve un silence qui est assez différent quand même en campagne. Euh, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit donc sur la solitude de la ville, mais on a aussi cette solitude aussi de la campagne, hein. Donc il y a peut-être ce besoin de revenir là, pour le coup, entouré donc des habitants de Montreuil ou de Paris. Et je voulais savoir tout simplement à quelle fréquence, en tout cas, vous revenez vers Paris. Quel est votre lien aujourd'hui? Alors, moi, la fréquence à laquelle je reviens vers Paris, elle peut être parfois 2, 3 fois par mois et une autre fois, je n'y vais plus pendant 3 mois. Vous Oui. voyez, voilà, c'est pas du tout quelque chose de constant. En revanche, j'ai envie de dire que ça ne me manque pas du tout. Alors justement, ce silence de la campagne, ça, c'est un bonheur absolu. J'adore. Ça ne me manque pas du tout aussi parce qu'on voit les gens différemment. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris dans cette installation, c'est-à-dire que quand on voyait des amis euh, à Montreuil, ils passaient, voilà, alors ils passaient dîner, ils passaient l'après-midi. Là, maintenant, les gens, ils passent plus, ils viennent. Ce qui est très différent. Les amis viennent passer un week-end, viennent passer une semaine. Donc, on voit les gens avec beaucoup plus de temps. On a le temps de se rencontrer d'une façon très différente. Et ça, c'est très agréable. C'est pour moi vraiment l'avantage aussi. Et après, j'ai grand plaisir à retrouver la ville. Alors, c'est vrai que c'est très confortable. On s'en est aperçu par la suite. Et même parfois, on le dit en se disant heureusement qu'on n'a pas été dans tel endroit qui était à 2h30 de Paris. Là, c'est très confortable. On passe ou par Bouy ou par Clermont-de-Loise. Par Clermont-de-Loise, qui est à 9 km d'Angy, on est à 45 minutes, enfin 35 minutes le matin, 45 minutes dans la journée de Paris-Nord. Oui. Donc c'est très facile. Et pour nos enfants aussi, parce qu'on n'avait pas envie on avait envie qu'ils profitent des deux. On avait envie qu'ils profitent et ça a été un luxe, franchement, de pouvoir avoir des enfants dans un petit village, avec une petite école, avec voilà, quelque chose qui est très familial, qui est doux. Et puis en même temps, on avait aussi envie qu'ils ne soient pas complètement perdus quand ils arrivaient dans la grande ville et que donc ils puissent aussi aller à Paris, voir des choses, voilà, et rencontrer. Et alors justement, le fait d'avoir cette proximité est intéressante, mais arriver sur place, il vous fallait justement créer aussi ce réseau. Euh, En tant qu'artiste, c'est donc important de pouvoir marquer ça. Et je voulais savoir si vous aviez été contacté aussi peut-être par les collectivités territoriales ou par les communautés de communes pour vous recenser en tant qu'artiste, ou est-ce que vous avez vous-même fait les démarches? Quelle est votre relation en fait avec, avec le cercle culturel, on va dire, de la région? Alors moi, je dirais honnêtement que j'ai une relation un petit peu schizophrène à ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'un côté, en tant qu'artiste, pas du tout, que ce soit mon compagnon Jörg Langertz ou moi-même, on est plutôt un petit peu, on vit en autarcie dans cette maison, dans les ateliers. Je dois dire que pour cela, le confinement ne nous a pas changé grand-chose d'ailleurs. On se disait, mais en fait, on est des éternels confinés, donc ça, bon, voilà, on avait la chance de continuer en fait notre vie. En revanche, ce dont vous parlez, moi, je l'ai plus vécu par rapport à mon travail d'enseignante. Parce que en tant qu'enseignante, en fait, j'initie des projets avec mes élèves, hein, puisque c'est un public, comme je vous le disais, qui parfois est en difficulté, parfois a des doutes, et qui est très motivé par les projets. C'est-à-dire que si on leur donne un projet, ils y vont, ils foncent, et là, ils donnent le meilleur. Donc, du coup, moi, j'ai contacté, forcément, j'ai travaillé, par exemple, avec la ville de Beauvais sur un défilé végétal fait par des élèves qui étaient en métier de la mode. J'ai travaillé avec la Ligue des droits de l'homme pour classe de gestion administration qui avait fait le grand livre de l'égalité. Voilà, enfin, il y a eu beaucoup de projets. Puis là, on a commencé une collaboration donc de mon établissement scolaire avec le FRAC à Amiens. Donc voilà, dans ce sens-là, là j'ai sollicité, là j'ai rencontré, mais en revanche, en tant que dessinatrice et qu'artiste, non. Vous n'avez jamais en tant qu'artiste, donc? Non. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a freiné exactement? Alors, je pense que c'était mon histoire personnelle, c'est-à-dire que effectivement, je dessine depuis toujours, j'ai envie de dire, mais je montre depuis peu. Et ça a été un cheminement très lent pour moi d'en arriver à me dire oui, ça y est, oui, je veux montrer. Mhm. Voilà. Et donc aujourd'hui,
vous pensez quand même commencer les démarches pour... Oui, oui, oui. oui, oui. Je regarde si on a des questions. Alors, ça charge un petit peu. Alors, ah, non, toujours pas. N'hésitez surtout pas. Je pense qu'on a des participants un peu timides, mais c'est pas grave. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Voilà, marquez-les, vous pouvez les mettre dans la conversation. Je le répète parce qu'il y a des nouveaux arrivants aussi. On a peut-être une question. Oui. Est-ce que les gens reconnaissent Isabelle dans son village? Est-ce qu'on vous reconnaît? Oui, effectivement, dans mon village, oui. Alors, c'est même assez amusant parce qu'on avait des boulangers qui ont malheureusement fermé leur boulangerie, mais qui disaient toujours, qui marquaient sur les gâteaux qu'on réserve, enfin, quand il y avait un anniversaire et qu'on leur commandait un gâteau, il y avait marqué c'est pour les artistes. Alors, ça, c'était pour Isabelle et Jorg. Et voilà. Et donc, oui, oui, yes. Et on a eu la chance, effectivement, de s'établir dans ce village avec 2 enfants qui étaient petits. Facilite beaucoup les liens parce que il fallait aller à l'école, rencontrer les gens et forcément il y a des liens qui se tissent. Mais c'est souvent dit d'ailleurs que ça aurait été beaucoup plus compliqué de rencontrer des gens sans la présence des enfants. Parce que c'est quand même un village qui s'anime avec la lente procession des mères aux heures scolaires. Mais autrement, non, c'est pas très animé. Voilà. On a essayé aussi. Ah oui, il y a un café par exemple dans ce village. Mais ça, c'est autre chose qui est compliqué, par exemple, qui pour moi était très déstabilisant. C'est aussi, et là j'ai envie de parler de la place de la femme aussi à la campagne, qui n'est pas du tout la même. Moi, j'étais habituée à aller à Paris ou à Montreuil, prendre un petit noir le matin, et ça ne posait problème à personne. J'allais au bar et je commandais un café. Euh, donc, quand nous sommes arrivés ici, je suis allée au bar, au café juste en face de la maison. Et puis déjà, je suis rentrée dans ce café, il n'y avait que des hommes. Donc j'étais la seule femme. Ensuite, je suis allée au bar de façon téméraire et j'ai commandé un café. Et donc il y a eu le silence total qui s'est fait. Plus personne ne parlait. On m'a servi ce café et on me l'a offert. Je l'ai pris pour pour un accueil, pour un mot de bienvenue. Et en fait, ça s'est répété 3 fois. À chaque fois, on me l'a offert. Et là, j'ai compris qu'en fait, non, c'était une façon de me dire, c'est pas ta place. Tu es une femme, tu vas pas venir nous embêter quand même dans ce café où nous sommes que des hommes. Et alors, en plus, au bar, c'est pas possible. Donc ça, c'est compliqué quand même. Compliqué, mais c'est un point très intéressant. Comment est-ce que vous avez fait face justement à cette situation? Est-ce que vous continuez à aller au café ou... Je dois dire que non, on a fait l'achat d'une bonne macchinetta, là, une bonne cafetière italienne. Ok. Voilà. Il y a une autre question qui est donc par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Est-ce que parce que vous êtes une femme ou parce que personne ne la connaissait? Alors, je pense quand même que c'est parce que je suis une femme, dans le sens où même encore maintenant, voilà, c'est quand même, je ressens la même chose. Je sais que je passe, il y a une micro-terrasse où il y a toujours uniquement des hommes ou quasiment, et je ressens encore ce côté, oui, c'est parce que c'est une femme. Euh, Parce qu'on a été, en dehors de ça, on a été accueillis, je trouve, très. On a rencontré des gens. Voilà, il y a eu un lien, il y a eu des choses très, très agréables. Est-ce y a-t-il une différence? Vous êtes tous les deux artistes, Jörg et vous-même. Est-ce qu'il y a une différence justement dans ce traitement quand on part au café, etc. Parce qu'on peut aussi évaluer cette différence comme ça. Oui, oui, il y a évidemment une différence dans le sens où Jörg peut toujours aller prendre un café, les conversations vont pas s'arrêter. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et alors, justement, c'est une petite transition, mais est-ce que vous avez créé peut-être des initiatives pour montrer votre œuvre aux personnes du village? Est-ce que vous vous êtes fait connaître en tant qu'artiste en ouvrant vos portes aussi, euh, ou même en créant d'autres initiatives qui ne sont pas donc là pour le coup en lien avec votre métier d'enseignante, mais plutôt en tant qu'artiste? Oui, mais alors non, je ne peux pas dire qu'on ait fait ça. En revanche, on est intervenu, enfin, moi et Jorg aussi, on est intervenu dans l'école de nos enfants.
quand on sentait qu'il pouvait y avoir, alors par exemple pour moi ça a été par rapport aux livres, parce que l'institutrice avait fait faire un travail sur euh, une sorte de livre familial pour chaque enfant, et donc j'avais proposé de faire la mise en livre parce que je savais techniquement le faire. Voilà, c'était plus à ce point de vue-là, puis que j'avais envie de leur montrer, de partager un petit peu certains livres curieux de la bibliothèque, de leur montrer voilà, des choses. Et, et comment est-ce qu'a été perçu justement ce projet? Alors, c'est compliqué parce qu'on sent toujours. Alors, c'était bien perçu, mais c'est toujours compliqué déjà de rentrer dans une classe si il faut que l'enseignant soit ouvert à ça et en ait vraiment l'envie totale. Parce que, et surtout, je dirais, dans les classes de primaire, parce qu'il y a un lien très fusionnel entre l'enseignant et les enfants. Et donc, l'intervenant, tout à coup, accapare l'attention des enfants. Donc, ce n'est pas forcément évident, je pense, pour l'enseignant. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Je dois dire que Jörg a eu une expérience beaucoup moins agréable que la mienne, voilà, dans la même école. Voilà. On pourra, alors on retranscrit bien sûr tous les ateliers et l'expérience de York est tout à fait intéressante aussi avec cette école primaire, il me semble. Voilà, sera détaillé dans cet enregistrement. On vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de Françoise Artmemo. Voilà, pour comprendre un peu plus le contexte et les difficultés, les enjeux qui sont présents sur le territoire liées à toutes ces initiatives aussi des artistes. Alors j'ai une autre question aussi. Ça fait 10 ans, il me semble, que vous êtes donc installé à Angy. Est-ce que vous avez pu identifier certains des enjeux majeurs lors de votre installation qui sont liés à la diffusion de votre œuvre, à la création aussi, ou alors même comme vous en avez parlé déjà, votre place de femme artiste aussi dans un village, en campagne. Voilà, j'aimerais savoir si vous avez pu déjà identifier certaines choses. Oui, c'est vrai que alors, ce qui est gênant forcément dans l'éloignement de Paris, et c'est vrai que c'est un peu triste de dire ça, mais c'est Paris qui est la référence. Alors, c'est vrai que ça ne permet pas d'aller à tous les vernissages qu'on voudrait, à toutes les expositions qu'on voudrait, de rencontrer les gens donc plus facilement. Ça, c'est un arrêt. Le dernier train va être il va falloir quitter Paris à 10 heures. Et puis, bon, en plus, il y avait aussi le fait d'avoir les enfants. Donc, forcément, on est un petit peu arrêté par tout ça. Après, pour la création, on ne l'est pas du tout. Donc, nous, c'était ce qui nous intéressait, c'était d'avoir ces ateliers, d'avoir ce luxe, en fait, de la place qu'on n'a pas à Paris. Mais forcément, il y a un problème de déplacement, voilà, et le problème d'être un peu loin de Paris, donc aussi d'avoir plus de mal à faire venir des gens. En tout cas, dans le monde de l'art, dans le domaine de l'art, c'est plus difficile. Ça m'est arrivé assez dernièrement que des gens me disent « j'ai vraiment envie de passer voir votre atelier » parce qu'ils avaient vu quelque chose sur un réseau social. Et puis, je dis « mais avec plaisir, mais où habitez-vous » ? À Angy, dans l'Oise. « Ah, écoutez, alors je vais voir. Je vais voir dans quelques temps quand je passerai par là, sous-entendu, et que j'irai dans ma maison de campagne, je ne sais où. » Voilà, Ouais. quand même un arrêt. Alors, la question qui arrive justement se lie un peu à ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que si vous étiez resté en ville, vous auriez sauté le pas plus rapidement pour montrer votre travail et vous affirmer en tant qu'artiste? Parce que la question pose aussi ce point sur la disponibilité aussi des acteurs, hein, comme vous dites, et aussi des artistes. Donc voilà, est-ce que vous auriez sauté le pas plus rapidement pour montrer votre travail et vous affirmer en tant qu'artiste? Alors, je ne pense pas, parce que ce pas, en fait, vraiment, c'est un cheminement très intime et très intérieur par rapport à ça, qui est lié au parcours que j'évoquais tout à l'heure, au tout début, et à ce manque de légitimité que j'avais eu pendant un moment. Donc, en fait, ce n'était pas lié à la ville ou à la campagne, c'était lié à ma ville intérieure et à ma campagne intérieure, qui, voilà. Mm. C'est intéressant. Euh,
Alors, on a déjà répondu plus ou moins à cette question. Est-ce qu'Isabelle dessine d'après nature ou ce sont uniquement des dessins d'atelier? Alors, ce sont des dessins d'atelier uniquement, en On fait. revient justement à la campagne intérieure. Et à part quelques croquis qu'on voit sur une photo d'atelier que je vous montrais tout à l'heure, que j'avais fait donc autour du bunker du Hourdel, du blocos du Hourdel. Et ça, en fait, voilà, c'est un petit peu mon moment. Les blocos sont mes rendez-vous dans l'année. J'y vais 2 ou 3 fois. Et là, c'est comme si j'avais rendez-vous avec eux. Euh, et dans ces cas-là, effectivement, je suis intéressée par le fait de dessiner le même, mais de plusieurs points de vue. Voilà. Mais ça peut être vraiment, j'ai une petite chaise pliable et je peux la pousser de 50 centimètres et me remettre à dessiner la même chose, voilà, avec ce point de vue un tout petit peu décalé. Mais sinon, ce sont uniquement des travaux d'atelier. Oui. C'est un travail sur la mémoire aussi, il me semble, parce que c'est vrai que les éléments qui existent véritablement, donc les bunkers, euh, et déjà principalement les bunkers, et on a peut-être aussi éventuellement cette nature qui se retrouve, où on a aussi ces photos d'archives qui datent donc d'avant la Première Guerre mondiale, qui au final, enfin, on se base sur un travail, sur une recherche de mémoire, sur des archives, plutôt que sur un constat de cet environnement actuel, contemporain. Oui. Euh, Alors, je pense que c'est dû aussi à autre chose qui fait partie de mon histoire personnelle. Donc, je disais que j'étais née dans une famille de littéraires, mais je suis aussi née dans une famille de gens extrêmement hantés par l'idée de la mort. d'accord. Mes parents avaient perdu leur père à 5 ans et que j'ai toujours entendu mon père depuis que je suis enfant. Il me disait toujours, tu sais, je ne vais pas être toujours là. Voilà. Donc, il pensait qu'il allait mourir assez vite, sauf qu'il a commencé à me le dire. En tout cas, je m'en souviens, je devais avoir 5 ans. Et puis, ça a continué tout le temps. Et alors, je vous rassure, mon papa est mort à 91 ans. Voilà. Donc, il a pas une très belle vie. Mais avec cette anxiété, cette angoisse absolue de la mort, qui était vraiment, j'ai envie de dire, un peu durement, mais pathologique, en fait. Il y avait vraiment quelque chose de. Et donc, il y avait avec la mort, il y avait la mémoire. C'est-à-dire que c'était entouré d'un décor qui était entièrement ancien et qui d'ailleurs me donnait des illusions quand j'étais enfant de vivre dans un autre siècle. Puisque moi, je ne lisais pas les livres que lisaient les enfants de mon époque. J'ai peut-être eu droit 1 ou 2 fois à un Pomme d'Api, mais moi, je lisais La Semaine de Suzette. Donc, vous voyez, ça revient à très loin. Donc, je lisais ces livres qu'ils avaient chinés et je pensais que c'était la réalité du moment par moment, puisque je me souviens avoir, ça vous expliquera, cette anecdote vous expliquera mieux ce que je pouvais ressentir, c'est que je me souviens d'avoir découpé le petit papier qui disait qu'on pouvait obtenir les vêtements pour la poupée bleuette en porcelaine en l'envoyant à telle adresse. Donc, je l'ai fait et puis j'ai eu n'habite plus à l'adresse indiquée. Donc, je me suis dit, ah non, c'était pas, oui, oui, c'est 1929, ah non, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, je pense que forcément, ça a dû un peu agir. Je m'en suis pas trop mal sortie au niveau mental, hein, je suis pas complètement folle, mais ça a dû agir forcément sur mon travail. Oui. On a une autre question qui est là reliée à Angie. Envisageriez-vous de déménager dans une autre région où votre maison et atelier à Angie sont devenus vos racines? Ah. Deuxième question aussi. Et avez-vous des projets professionnels en tant qu'artiste que vous aimeriez développer dans votre village et aux alentours, département, région? Oui, alors la première question, en fait, j'aime beaucoup la façon dont elle est posée parce que vous parlez de racines. Et j'ai souvent dit que j'avais un peu le syndrome de la plante, c'est-à-dire qu'on me prend, on me dépose quelque part et je reprends racine. Et là, j'ai beaucoup de mal ensuite à rebouger. Ça, mais voilà, oui, c'est vrai que cette maison, alors on adore cet endroit. Je dis on parce que c'est vrai que c'est ce qu'on y vit aussi tous ensemble qui fait qu'on l'adore. C'est ce qu'on y vit qui fait qu'on se dit mais comme on est heureux, comme on a de la chance, on peut travailler. Euh, alors on n'est pas des optimistes BA, mais c'est vrai qu'on a tendance, et j'ai envie d'englober aussi nos enfants,
qui de temps en temps vont se réveiller le matin et vont me dire « Ah, on est bien ici ». Voilà, donc on a cette sensation-là. J'aurais du mal, donc, effectivement, à le quitter. En même temps, moi, je suis née en région parisienne, donc je n'ai pas d'attache. Je n'ai pas l'impression d'avoir un lieu, un terroir. Je m'attache à l'endroit où je suis et quand j'y suis, j'essaie de le comprendre. C'est ce qui s'est passé avec cette région. Et, euh, et alors, j'essaie de le comprendre à travers un paysage, à travers la compréhension d'un territoire, mais aussi à travers les habitants. Et alors là revient le côté sur l'enseignement, c'est-à-dire que moi, les jeunes gens que j'ai rencontrés, ils m'ont appris leur territoire. Ils m'ont expliqué par, par leurs élans, mais aussi par leurs craintes. Mes élèves, dans une classe de 36 élèves, il y en a souvent que 2 qui sont allés à Paris déjà. Donc ils connaissent bien leur territoire. Et ils m'en parlent. Ils m'en parlent avec passion. Ils me racontent. Et ils emploient des mots. Ça a été une découverte épatante au tout début quand on est arrivé ici. Moi, j'entendais des mots très, très étonnants. Je ne savais pas que quand il pleuvait, il drachait. C'était quelque chose que j'avais jamais, voilà, ou faire un brin de quelque chose. C'était des expressions que je trouvais extrêmement riches. Voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait, si, si. Et Alors, il y avait une autre question, mais qui était sur le. alors, ensuite, c'est plutôt par rapport donc à vos projets professionnels, donc en tant qu'artiste. On passera aussi à votre métier d'enseignante qui est tout à fait important. Euh, donc, je repose la question, avez-vous des projets professionnels en tant qu'artiste que vous aimeriez développer dans votre village et aux alentours, département ou région? Oui, évidemment. Évidemment, parce que en même temps, je pense qu'on n'est pas d'un endroit tant qu'on n'y travaille pas et tant qu'on ne lui donne pas quelque chose. C'est-à-dire que je pense que cette relation double de dialogue entre un territoire et l'être qui s'y installe, elle est excessivement importante. C'était exactement dans cet esprit d'ailleurs qu'on avait envie et que moi j'avais envie d'intervenir par exemple auprès des enfants du village. J'aurais envie de leur ouvrir l'atelier. J'ai envie de leur dire venez, venez voir comment c'est. Parce que, et pas seulement les enfants, c'est-à-dire même les adultes. Alors ça se fait naturellement et forcément parce qu'on rencontre des gens, qu'il y a cette curiosité, que du coup ouvrir sa porte et dire bah, venez. Et je trouve ça extrêmement important. Et je trouve ça important de s'inscrire dans le territoire parce que justement ça permet de casser, entre guillemets, un petit peu ce tropisme parisien où il y a déjà une offre incroyable qu'on apprécie tous. Enfin, moi, j'apprécie énormément. Hein. Mais voilà, ça se retranscrit bien dans la formule. Tiens, je vais aller à Paris voir des expos. Et oui, mais justement, ce serait intéressant qu'il y ait des choses sur le territoire. Et ça me semble, oui. Et forcément, ça rentre dans mes désirs et dans mes projets. Et parce que vous êtes donc déjà bien présente sur le territoire, notamment donc avec vos classes. Et ça m'intéresse aussi de savoir quels sont les retours aussi quels sont les échanges que vous avez avec vos élèves sur l'art, en tout cas, et donc sur le territoire. Euh, et si voilà, vous avez réussi à développer donc d'autres projets, je sais que vous êtes active aussi sur Amiens, donc comme vous nous l'avez dit, si vous pouvez peut-être un petit peu plus détailler les projets que vous faites avec vos élèves et les échanges, les retours que vous avez avec eux. Oui, alors je tiens à dire d'abord que ça a été pour moi très compliqué, très long comme chemin de trouver un équilibre entre ces deux pôles. Parce que moi, au départ, pour être tout à fait franche, quand j'ai commencé à enseigner, je m'étais dit, bah, je vais enseigner pour pouvoir dessiner. Donc, voilà, il faut bien manger, il faut bien avoir un toit sur la tête, et ce travail va me permettre d'avoir du temps, de pouvoir travailler. Mais j'avais compté sans les principaux intéressés que sont les élèves. C'est que travailler avec j'ai envie de dire, une matière vivante, eh bien, on est happé par cette matière vivante parce qu'eux, ils sont un petit peu comme, vous savez, comme l'enfant qui crie pour réclamer à manger, bah, c'est pareil. Ils disent on existe, et puis pourquoi on se contenterait d'un prof qui serait là à pointer, et ils ont bien raison. Donc, moi, ça m'a, à certains moments de ma vie, totalement happé.
C'est-à-dire que ça m'empêchait même de trouver assez de temps pour dessiner comme je l'aurais voulu à certains moments. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai pris un temps partiel et où là, j'ai pu trouver un équilibre grâce aussi à la compréhension des gens de mon proviseur, par exemple, actuellement, qui comprend que voilà, il y a ces deux pôles et que ces deux pôles s'enrichissent. Parce que moi, je suis prof donc d'art appliqué, ce qui n'est pas la même chose. Donc, appliqué, c'est donc tous les domaines du design et je travaille avec eux là-dessus. Donc, en fait, mon but en tant qu'enseignante d'art appliqué, c'est plutôt de leur faire découvrir le monde dans lequel ils vivent et de leur permettre de le décoder. Donc, le design graphique, le design d'espace, d'architecture, le design d'objets. Euh, donc, ces jeunes gens, c'est vrai que je sais qu'en travaillant en projet, et ma discipline le permet, en fait, ils vont apprendre beaucoup plus parce qu'ils vont être motivés et que souvent, ce qui leur manque, c'est la motivation. Donc, alors, comme projet, donc j'évoquais tout à l'heure, on en fait plein des projets, donc c'est très compliqué comme ça d'aller essayer de raviver comme ça, parce qu'on travaille quasiment tout le temps. Par exemple, voilà, le dernier projet initié, c'est peut-être là où il y a des passerelles aussi, c'est que je leur ai dit, bah, si on faisait une maison d'édition interne au lycée. Voilà, et où où on va réunir un vrai comité de lecture au CDI de l'établissement, et puis vous allez écrire des textes, vous allez les mettre dans une petite boîte qui sera lue par le comité de lecture, puis d'autres vont dessiner, voilà, vont travailler sur l'illustration des textes, et puis ensuite on va faire une petite édition qui va être cousue en métier de la mode, et puis qu'on va diffuser dans l'établissement, voilà, et ce sera vous qui serez entièrement les acteurs. Voilà. Par exemple, c'est des projets comme ça. Et comment sont reçus alors les projets Alors, les élèves sont enthousiastes avec les projets. C'est-à-dire que, par exemple, on avait fait, oui, je repense à un autre projet, on avait fait une fête de la science. Alors, l'idée, c'était, on part souvent avec mes collègues d'un constat, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, par exemple, les élèves ont peur des maths, ils ont peur de la science. Et bien, à ce moment-là, on va essayer de dire, ça peut être vivant, ça peut être amusant, on peut inventer des dizaines de choses et faire quelque chose de très joyeux, voilà. Et où on apprend. Je regarde si on a des questions. Non, alors dans ce cas-là, moi je vous pose une question. Quelles sont les évolutions aussi des enjeux, mais aussi des atouts en fait que vous avez pu identifier depuis votre installation? Et est-ce que vous pouvez peut-être identifier certaines des périodes, donc que ce soit justement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'enseignant, puisqu'il y a aussi des expériences qui se sont créées. Et j'aimerais savoir, voilà, les différentes évolutions, quelles sont ou l'évolution justement des enjeux et des atouts. Quand vous parlez d'enjeux, Alors, tout à l'heure, vous avez parlé donc, de la disponibilité peut-être, donc de certains acteurs culturels, d'un public aussi ou d'un public local qui est peut-être moins réceptif. Comment est-ce que justement ces enjeux-là ont évolué ou s'ils n'ont peut-être pas évolué justement en 10 ans et si vous avez pu justement les identifier par période, ces évolutions. oui, alors je pense que c'est en fait des périodes très naturelles et communes à tous les êtres humains, c'est-à-dire qu'on arrive dans un lieu, on a tendance à être refermé sur ce lieu tout simplement parce qu'on y fait des travaux, on s'y investit, on se prépare le nid en quelque sorte, et puis après ben, on va regarder autour et on commence à rencontrer les autres. Et donc, je pense que les périodes, je peux les identifier de cette façon-là. Ensuite, parallèlement, je les identifierai aussi par le fait d'une vie de famille. Donc, nous sommes arrivés donc, il y a exactement 14 ans ici, avec un bébé d'1 an et un jeune garçon de 7 ans. Donc, forcément, voilà, il y a tout ce moment et tout ce temps où on se consacre à eux. Et puis, il y a le moment où on retrouve un petit peu plus de temps pour soi aussi. Il y a ça. Voilà. Et je pense que là, moi, je sais que je suis plus
Alors, ça accompagne aussi mon cheminement personnel, justement, ce désir de montrer. Donc, je sens que je suis dans une période où, justement, je m'ouvre beaucoup plus encore à l'extérieur et à ce qui m'entoure dans ce territoire, avec les possibilités qui peuvent peut-être s'offrir, justement, de communiquer, d'échanger, voilà, et de faire des choses sur place. Oui, parce que justement, tout à l'heure, vous avez mentionné la création aussi de ces éditions qui, au final, vous ont consumé d'une certaine façon. Est-ce qu'aujourd'hui, après plusieurs années, vous pourriez revenir dessus enfin, différemment aussi, les gérer différemment? Ou c'est quelque chose qui serait, enfin, qui marque vraiment juste un temps précis Oui, oui, j'ai envie de dire jamais. Jamais plus. Non, jamais plus. Alors, pour des raisons vraiment de temps. Voilà. de temps? Oui. Pour des raisons de temps et aussi je à me rétrécir en fait par rapport au dessin, comme ça s'est passé, comme ça s'est produit. C'était une aventure merveilleuse. J'ai rencontré des gens par cette édition, enfin cette micro-édition, des gens fantastiques. Ça a été un régal. Mais ça a été vraiment, oui, quand vous dites se consumer, c'était exactement ça. Donc non, c'est vrai que je serais prête à refaire ça. En revanche, effectivement, peut-être qu'un jour dans mon travail, je me retrouverai à reprendre la forme du livre. Alors, ça peut m'arriver déjà parce que je travaille beaucoup aussi en parallèle sur des carnets, sur des leporello, donc ces carnets en accordéon, sur lesquels je dessine. Et, voilà. Et je pense qu'effectivement, le fait de travailler sur ces carnets, c'est aussi une façon d'être dans une narration. Voilà. Mais, Est-ce que mais vous pourriez nous montrer d'ailleurs ces carnets, puisque je les ai vus, mais je ne sais pas si... et oui, mais je ne les ai pas sur. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le voir aussi. Je trouve que ça nourrit aussi votre propos, de pouvoir vraiment visualiser ces carnets. Non, non, c'est très important. Bon, en tout cas, on invite aussi tous les participants à aller voir sur le site de Françoise Art Memo où on retrouve aussi la page d'Isabelle Cavalleri avec plusieurs œuvres. On a une autre question. Les avez-vous exposés, ces carnets d'ailleurs? Et le souhaiteriez-vous, si éventuellement vous ne l'avez pas fait? J'ai exposé une fois enfin j'en ai exposé quelques-uns lors du salon des dessins à Paris en septembre dernier. Voilà. Et oui, en soi, oui, j'aimerais les exposer parce que c'est vrai que c'est une part, c'est comme une sorte de didascalie de mon travail. Vous voyez, un petit peu comme en théâtre, c'est-à-dire que je continue à les réaliser même quand je suis en train de travailler sur d'autres séries. Et j'aime la linéarité en fait du geste dans l'idée du carnet. Voilà. Je pense que ça répond à la question. C'est toujours difficile de pouvoir. Oui, merci. Parce on a des questions écrites, mais c'est vrai qu'on n'a pas le retour des participants. Enfin, bon, c'est les aléas de la technologie, c'est pas grave. Super. J'ai une question qui est un peu plus large. Quel projet rêveriez-vous de créer sur ce territoire? Et que changeriez-vous éventuellement? Oh, C'est une grande question, donc prenez. grande question. Donc, qu'est-ce que je changerais sur le territoire et quel projet j'aimerais développer? Ah oui, alors là, c'est le monde de tous les possibles, c'est merveilleux. Euh, oui, c'est presque trop, hein. Alors, changer des choses, c'est vrai que là, ça va être un petit peu dur. J'aimerais changer les mentalités et c'est ce que j'essaye de faire en permanence dans mon travail d'enseignante. C'est-à-dire de changer les mentalités pour que les gens deviennent plus ouverts et plus curieux. Voilà. Ça, ce serait le grand changement que j'aimerais. Que les gens arrêtent de se méfier les uns des autres, ce serait tellement merveilleux. Et ça ouvrirait les choses, même justement dans un village. C'est-à-dire que dans un village comme ce petit village de 1200 habitants, je crois à peu près, que j'habite, je sais que j'étais extrêmement frappée tout à l'heure quand je vous parlais de la lente procession des mamans le matin et à midi et le soir. J'étais extrêmement frappée que ça ne corresponde pas à l'image que j'avais d'un village où les gens se disent bonjour. Je m'aperçois que maintenant, ce sont des villages, le mien entre autres, où les gens se croisent sans se dire bonjour, même quand ils ne sont que deux dans la rue.
Ça me choque. Donc ça, c'est ce que j'aimerais changer, que les gens se parlent, ils se regardent et ils cessent de craindre je ne sais quoi. Voilà. Après, pour des projets, je crois qu'il y aurait des milliers de choses à faire. C'est-à-dire que des projets, il faudrait rendre l'art plus accessible et surtout moins intimidant. Et je crois que c'est ça. Parce que le gros problème, c'est qu'il y a à la fois et je vois parmi les gens, les habitants, mes voisins, ils disent ah, vous travaillez vous avez des ateliers. Alors, ça les intéresse. Ils auraient bien envie de venir. Mais d'un autre côté, c'est intimidant parce que la phrase qui vient tout de suite après, c'est ah, mais moi, en même temps, vous savez, j'y connais rien, je comprends rien. Et je trouve ça terrible parce que là, j'ai envie pour le coup de reparler de poésie. Je me souviens très bien de ma découverte de Rimbaud. J'avais 14 ans et j'avais lu Une saison en enfer. Et je me rappelle avoir refermé le bouquin en me disant j'ai rien compris, mais qu'est-ce que c'est beau. Et on a le droit en poésie de rien comprendre. On a le droit de se dire il y a quelque chose là. Et j'ai envie de vous dire, maintenant j'ai 53 ans, je relis Une saison en enfer régulièrement. Et il y a encore plein de choses où j'ai rien compris, mais qu'est-ce que c'est beau. Et ce serait merveilleux si les gens étaient moins intimidés par ça, se disaient ah ben moi je sais pas, donc je peux pas dire. Moi j'adore quand quelqu'un vient à l'atelier et puis même peut me dire bah, dis donc c'est sinistre ton truc, ou même ça qu'est-ce que c'est moche, moi je pourrais pas vivre avec. Ça me dérange pas du tout parce que j'ai envie de lui dire mais c'est intéressant, raconte-moi. C'est ça qui est passionnant, c'est cet échange-là. Et donc, si oui, s'il y avait des projets que j'aimerais aussi initier, c'est ça. C'est faire en sorte que ce ne soit pas réservé et que ce ne soit pas, vous voyez, un petit peu comme pour les poètes, il y a le marché de la poésie où les poètes parlent aux poètes et ensuite, dans les galeries, les artistes parlent aux artistes. Ben, j'aimerais que ça soit. Voilà. Super. Alors, on a justement organisé des portes ouvertes de votre atelier pour le village. Est-ce que ce serait peut-être une solution? Et organiser des portes ouvertes. Voilà. Est-ce que ça répond un petit peu aussi à ce que vous dites? Est-ce que ce serait une façon justement de démocratiser l'art contemporain dans le village? Est-ce que de permettre des conversations? Ben, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, justement. Je ne suis pas sûre parce que les portes ouvertes, c'est à nouveau, surtout dans un village. Vous voyez, les portes ouvertes à Montreuil, oui, les gens passent, ils savent ce que c'est, voilà. Dans un village, ce serait, oh là là, mais oui, mais on va être là, et puis alors après, qu'est-ce qu'on va dire? Je pense pas. Je pense que c'est plus, en fait, à l'atelier, à l'artiste de sortir de son atelier, aux gens d'y rentrer, en fait. Donc, il y a aussi un problème de proximité, c'est ce que vous dites? Ouais, je pense que c'est plus penser aller vers, et puis après, à la rigueur, dire voilà, on peut. Ouais. Alors, est-ce un message que vous souhaiteriez passer ou essayer de transmettre à vos élèves? Quel message? C'est-à-dire le fait d'être curieux, le fait d'être. Ah oui, mais en fait, je commence chaque année scolaire avec les nouveaux élèves en leur disant que j'attends d'eux qu'ils possèdent à la fin de l'année le plus beau des défauts, à savoir la curiosité. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est aller toujours chercher un peu plus loin. Et je leur dis toujours que ce que j'aimerais, c'est qu'ils retrouvent la fraîcheur de l'enfance quand ils posaient tout le temps des questions, qui embêtaient leurs parents en disant « et pourquoi ? Pourquoi ?» Voilà, c'est ça, je pense que c'est l'essentiel. Ouais. C'est super. Est-ce que, j'avais juste, parce que je vois qu'on avance quand même dans le temps, est-ce que vous avez autre chose à nous montrer? Je dois dire que j'avais préparé ce petit diaporama, mais je n'avais pas d'autre chose. Non, c'est bien montré mon atelier, mais en fait, le problème, c'est que la connexion ne passe pas. Donc, je suis dans une toute petite pièce tout en haut de la maison, voilà, où je travaille quand il fait trop froid à l'atelier. Voilà. Et si vous voulez peut-être nous parler un petit peu de votre espace atelier, encore une fois, dans d'autres termes, puisque vous vivez donc à côté de votre atelier, donc il y a cette proximité,
vous travaillez aussi donc à côté de l'atelier de yoga. En même temps, vous créez vos espaces qui sont complètement différents, hein, qui gardent cette distance. Est-ce que vous pouvez parler de cette proximité, en même temps cette distance que vous avez? Comment est-ce que vous arrivez à gérer en fait tout simplement votre lieu de vie, votre lieu de création, le lieu de création de votre compagnon? Oui, alors ça, c'est vraiment du jonglage et ça se fait sur beaucoup d'années. Donc, en fait, avec mon compagnon, nous sommes ensemble depuis une vingtaine d'années. Et donc, ça demande, je dirais, comme dans n'importe quel couple, des ajustements nombreux pour arriver justement à respecter ces lieux et à respecter aussi, comment dire, à respecter les frontières de chacun. Voilà. Alors, nous, on a la chance, effectivement, d'avoir chacun un atelier avec des petits ajustements aussi à faire dans la vie de famille. Parce que, par exemple, je me suis quand même aperçue en enrichissant que l'atelier du père est respecté par les enfants qui le contournent. L'atelier de la mère, c'est l'atelier où on amène ses jouets quand ils étaient petits, leur portable, et puis ils vont se mettre dans un coin maintenant qu'ils sont grands. Donc, c'est beaucoup plus ouvert, voilà, c'est beaucoup moins hermétique. Et il y a des moments où j'ai vraiment dû lutter, j'ai envie de dire, pour ma solitude. Voilà. Et être obligée de dire non, là vraiment j'ai envie d'être seule, donc s'il vous plaît, allez, vous avez des chambres, allez-y. Après, euh, dans ce rapport à l'atelier, euh, mais c'est vraiment un lieu que j'ai fermé effectivement et que j'ai fermé même par des stores parce que j'aurais du mal, je pense, à ce que York passe devant l'atelier, jette un œil, me fasse un coucou. Ça me serait très désagréable. Je le vois plus vraiment comme un ventre, enfin comme quelque chose de fermé. Et en revanche, c'est vrai qu'on a un respect pour ce rapport-là et que les journées, par exemple, où nous sommes tous les deux à l'atelier, c'est deux vies parallèles. De temps en temps, l'un peut mettre un texto à l'autre en disant tu passes ou tu as faim, est-ce qu'on mange Et ensuite, en revanche, on a des dialogues, beaucoup de dialogues sur nos travaux respectifs. C'est-à-dire on va en parler le matin, le soir, et on va avoir des moments où on invite l'autre à l'atelier pour lui demander aussi ce qu'il en pense, et puis aussi oui, pour échanger en fait sur notre travail. Donc pour échanger, mais jamais pour travailler ensemble. C'est quelque chose qui ne se passe pas. Non, on n'a jamais. Alors, quelque part, je dirais, on travaille ensemble quand on échange, parce que forcément, ça nous fait avancer, parce que du coup, ce dialogue, il est riche, il est porteur. Mais en revanche, non, on ne travaille pas ni dans le même lieu, ni ensemble. Voilà. Merci infiniment, Isabelle. Je laisse la parole aussi aux participants si vous avez des dernières questions, on arrive proche de la fin. On a aussi une petite conclusion à faire. Je ne sais pas si... Non. Non, pas de dernière question. Non. Bon, bah alors, moi, j'ai une dernière question dans ce cas-là. Euh, Comment jugez-vous la reconnaissance aussi sur ce territoire? Des actions ont-elles été menées aussi donc à votre égard et lesquelles? Puisque c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu brièvement, mais dans le détail, est-ce que vous avez des institutions spécifiques qui vous ont contacté et comment est-ce que vous souhaiteriez être reconnu en fait sur ce territoire? Alors, donc en fait, vous m'avez contacté, donc ça, c'était, voilà. Euh, pour moi, et vu mon parcours, voilà, c'était ce moment-là qui était important. Et autrement, bah, je sens que c'est un territoire où beaucoup de choses se font. Voilà. Donc, je crois que c'est aussi à moi, à présent, d'aller vers les choses aussi. Très bien. Bon, bah merci. On n'a pas eu d'autres questions. Je vais passer à la conclusion. Je vais partager mon écran, mais avant qu'on se quitte, je voudrais vraiment vous remercier pour cette présentation, pour cet échange aussi, qui a été très intéressant. En tout cas, je pense on a eu plein de questions, même si voilà, voilà, on a aussi des petits commentaires. Merci beaucoup, Isabelle. C'était très riche. Merci beaucoup. Euh, De m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et donc, je vais passer au partage d'écran tout de suite.
Ça prend un instant. Alors, je pense que ça marche normalement. Alors, voilà, je vous invite à nous retrouver donc pour l'atelier numéro 5, le mardi 29 juin, avec l'artiste Diane de Longmare, qui nous fera donc l'honneur de nous présenter son atelier, son expérience aussi sur l'installation. Le 6e atelier sera le jeudi 1er juillet avec Paquita Milleville, et donc, qui nous parlera aussi de son lieu de création, Sémis, qui voilà, est un lieu absolument fascinant et on a vraiment hâte de le découvrir. L'atelier numéro 7 qui sera mardi 6 juillet avec l'artiste 210 Clément Borderie. Et enfin, donc l'atelier numéro 8, jeudi 8 juillet donc 2021, Rachid Boukarta. Les inscriptions se font sur le ccp-art@françoiseartmemo.fr et les ateliers commencent toujours donc à 15h. Enfin, donc, on présente actuellement une exposition donc à la Fondation Française avec 9 artistes. Donc, l'exposition, même pour le simple envol d'un papillon, tout le ciel est nécessaire, est ouverte du mercredi au samedi de 11h à 19h. Nous avons aussi des cycles d'ateliers découvertes avec les artistes exposés, dont Teresa Lockman, le 26 juin 2021, qui nous fera donc une démonstration et un atelier gravure. Donc c'est ce samedi. N'oubliez pas de vous inscrire aussi sur françoiseartmemo.fr. On a un atelier donc lac avec Camille Mercandelli Parc le 3 juillet, qui nous fera là pour le coup uniquement une démonstration. Puisque la lac se fait dans des conditions assez spécifiques. Et donc voilà, ce sera une démonstration. Et le 10 juillet, donc, on aura un atelier de dessin avec l'artiste peintre Sophia Fassi. Pour conclure, donc, je vous présente la programmation 2021-2022 à la Fondation Française, où nous allons, dans le même cadre en fait, et dans les mêmes actions donc, du CCP, du collectif culturel de proximité, organiser une exposition avec des artistes du territoire, dont Isabelle Cavalleri, qu'on a rencontrée donc aujourd'hui avec Jörg Langhans, donc du 19 septembre au 27 novembre 2021. Qui se suivra donc Kat Loré et Clément Borderie du 3 février au 30 avril et Georgia Russell et Raoul Ilaramondi du 12 mai au 22 juillet 2022. Je vous remercie pour nous avoir retrouvés pour ce 4e atelier. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain atelier avec Diane de Longmare. Merci infiniment et au revoir.